Bonjour tout le monde. J'ai une de mes connaissances qui m'a demandé, Caroline Christian, dit j'ai beau regarder la documentation de Warren Keller, fouiller un peu dans les forums pour être en mesure de finalement développer une comète dans son environnement. Et son nom c'est Denis Bergeron, c'est un gars qui est féru d'astronomie au Québec. Il est connu par la plupart des gens qui font de l'astrophoto. C'est un monsieur très généreux, puis en me posant la question, ben, j'ai fait des recherches pour pouvoir répondre à ses attentes. Fait que, à travers 12 étapes dans PixInsight, on peut finalement aligner une comète qui est en mouvement avec son environnement où ce que les étoiles sont vraiment stables. Au niveau de Télescope Live, il y a 4 projets où ce qu'on peut avoir une comète qui est en mouvement. C'est toujours la même, mais avec des télescopes différents. Fait que vous voyez ici mon projet en gris. On voit la comète avec un CCD qui est malheureusement très endommagé. Mon projet en jaune, on peut voir la comète ici avec une image grand champ qui est au centre. Et mon projet magenta avec une belle nébuleuse et un CCD accidenté également et vieillissant finalement. On peut voir la comète en bas. Et si je m'en vais dans mon environnement de travail numéro un, le projet que nous allons faire ensemble, c'est mon projet orange où on a une comète qui s'en va vers la verticale au centre de l'image dans un système gazeux fort intéressant. Fait que je vais retirer mes images à l'écran parce qu'on va travailler sur différents espaces de travail. Je vais retourner à mon PDF d'explication. Première étape, c'est d'utiliser le script WBPP pour faire la calibration et l'alignement des images. On va retourner à PixInsight dans mon espace de travail numéro 4, qui est mon environnement pour faire de l'intégration manuelle, de la calibration manuelle, mais on peut aussi faire le tout d'une façon automatique avec WBPP. Bon, vous pouvez voir que j'ai déjà préétabli mes captures. WBPP le tient en mémoire. Chez Telescope Live, les images sont déjà calibrées. Donc, on n'a pas de bias, on n'a pas de dark et on n'a pas de flat. Et nous avons nos lights sur le tabulateur light. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à crocheter. On veut essayer d'avoir un certain poids sur chaque image. Et l'algorithme le plus rapide, c'est SNR Estimate, qui donne un résultat quelconque, mais qui, vous allez voir, avec la manipulation des images que nous allons voir, on va perdre dans l'entête de fichier ce poids-là. Fait que, il va être réétabli avec le script NSG, Normalized Scale Gradient, qu'on va utiliser, qui va être notre sauveur. Donc, ce qu'on veut, c'est établir un certain poids, oui, qu'on ne tiendra pas compte. Par contre, on veut aligner les images aussi bien dans les filtres bleus, verts, le luminance ou le rouge. Donc, au niveau de la calibration sur ce menu-là, évidemment, on vient sélectionner chaque type d'image qu'on possède et on doit décocher le dark et le flat parce qu'on n'a pas dans notre script WBPP. Et par la suite, je vais chercher au niveau de ma correction cosmétique. J'ai plusieurs templates selon le type de capteur et selon les défauts qui sont à l'intérieur de ces capteurs-là. Fait que je vais sortir de WBPP pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez voir ici dans mon espace de travail mes templates de cosmétique correction pour ma caméra à moi et j'en ai différents selon quelle caméra est utilisée pour nos projets avec Telescope Live. En passant, mon projet orange ici, qu'on peut voir, qu'on a vu au tout début, la caméra qui est utilisée, c'est le télescope Chili 5. Je vais vous montrer ce qu'il en est. C'est ce télescope-là ici.
un objectif de Nikon de 200 mm, f2 comme lentille. Évidemment, il est basé au Chili. Ça coûte 50 crédits de l'heure pour l'utiliser. Moi, je suis au Canada, donc c'est 1,80$ canadien par crédit. Donc, ça coûte 90$ de l'heure pour utiliser ce télescope-là. Ce qui est important de retenir, c'est la longueur focale de 200 mm et la grosseur des pixels de la caméra. Ici, on a 6 microns. Retenez ces chiffres-là, ça va devenir important dans le processus au fur et à mesure qu'on développe notre photo. Si je viens voir, par contre, je retourne, je viens double-cliquer sur mon fond pour aller chercher au niveau de mon projet mes lights. Vous voyez ici tous les types de télescopes que moi j'utilise. Ce sont les miens et en plus de télescopes live. Si je viens chercher une luminance, vous voyez, j'ai plusieurs projets. Donc, moi, je suis dans le projet orange pour notre projet particulier d'aujourd'hui. Je vais activer le STF, faire un étirement soutenu avec le majuscule clic sur le bouton radioactif. On peut même augmenter le contraste. Et je vais augmenter les noirs. Et ici, si on vient porter attention, voyez-vous, j'ai une ligne qui est dévastatrice dans mes lumières. Donc, si je viens chercher mon template, ici, ce type de sensor-là, la grandeur de la résolution, on peut l'avoir dans le bas de l'écran. On a 4500 pixels par 3600 dans le bas de l'écran à la droite. Je me suis créé une instance de Cosmetic Correction. On va utiliser l'autodetect pour Hot Sigma à 3 sigma et Cold Sigma à 3 d'équivalence aussi. Mais j'ai ajouté des colonnes qui sont défectueuses. Fait qu'on fait un zoom sur notre photographie et on vient cliquer sur la colonne qui nous fait mal. On a 23,87 à la gauche quand j'appuie sur ma souris et on l'a intégré à notre correction cosmétique. Si je m'en vais dans les alentours de 3920 vers la droite, voyez-vous ici on a une autre colonne qui apparaît. J'espère que vous la voyez bien à travers la compression YouTube. Si je viens cliquer sur la colonne, ça me donne 39,21. Donc, ma correction cosmétique va tenir en compte de ces deux colonnes-là qui sont vraiment pas bonnes et PixInsight va prendre la moyenne des colonnes adjacentes pour faire une fusion à travers ma calibration. C'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant de ce côté-là. Donc, je retourne dans mon script. Et la nouvelle mouture du script WBPP, la version 2.5.4, je ne me souviens plus depuis laquelle, on a maintenant accès à un cache. Si on fait un calcul avec notre projet, ben, il tient en compte tout ce qui a été fait par le passé. Et si on vient changer un des paramètres à travers un des tabulateurs, ben, il ne refera pas tout au complet le travail. Il va faire seulement ce qui a été modifié pour aller beaucoup plus rapidement. Au niveau de la post-calibration, ça va nous donner des images de 15 minutes de chacun des canaux. Et au niveau du pipeline, c'est pas un pipeline, c'est pas un procédé qui utilise toutes les possibilités du script. On va avoir une correction cosmétique sur chacun des canaux. On va avoir une évaluation de chacun des images, des 20 images qu'on a là pour mesurer afin d'avoir notre sélection, notre référence, et par la suite, on va aligner chacun des canaux. Si ici, je viens voir le diagnostic, il me dit que j'ai pas de bias de dark et de flat, qui est normal. Il me dit que vu que j'ai pas de bias de dark et de flat, ben la calibration du groupe ne sera pas faite. C'est pas tellement grave pour chacune des couches. On l'exécute. Je continue. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Parce que j'ai déjà procédé à faire l'enlignement de mes photographies. Donc, on a utilisé tout ce qui était en mémoire, tout ce qui était en cache. Normalement, avec mon système, ça prend 12, 13, 14 minutes à exécuter le tout. On va pouvoir fermer WBPP. Et on va aller voir mon document pour la deuxième étape.
On va faire la normalisation de nos canaux, de chaque canal, avec le script NSG. Je retourne dans PixInsight. J'ai une icône de NSG que j'ai mis sur mon bureau, mais vous pouvez l'obtenir en allant dans Batch Processing, Normalize Scale Gradient. Ici, moi j'ai payé il y a quelques années le script. J'ai voulu encourager John Murphy parce que je trouvais que son implication était fabuleuse, même que PixInsight a changé sa normalisation locale suivant le concept que John a utilisé l'année dernière et l'année précédente. Donc, la plupart des gens ont soit le script payant ou soit le script gratuit. Le script gratuit va vous donner la création d'images normalisées et j'en ai besoin pour une commit. Fait que je vais activer cette option-là et je veux activer aussi le fait que je puisse réexécuter la fonction et écraser les vieilles données. Fait qu'ici, on va additionner nos captures et vous devez avoir des captures alignées, donc sous votre répertoire Registered. Je vais aller chercher ma luminance, je vais aller chercher mes 5 captures et ici, on a l'inspection de l'image, on peut faire un blink et régler et pouvoir attribuer notre référence. Si je blink ici, que je l'essaie, il me dit « Ah, pour avoir une meilleure option pour exécuter la tâche, il ne voit pas dans mes images, dans l'entête, dans le file headers, le poids qui était censé être indiqué. Ça a été éliminé dans l'alignement. Donc, on enlève le petit crochet Limit to Best et on peut quand même effectuer le travail. Là, j'ai cliqué un petit peu trop vite. Je vais vous expliquer pourquoi. Voyez-vous ici, il me demande ma longueur focale. Le 200 mm, il est déjà établi et mon 6 microns de ma caméra est déjà là. Je vais vous montrer un petit peu plus tard comment le changer. Il va faire une exécution à travers mes 5 images pour pouvoir évaluer le bruit et le dégradé dans chacune des images. C'est sa fonction. Et il va normaliser le dégradé. Il ne l'élimine pas. Il va faire en sorte que toutes nos images vont avoir le même dégradé selon la référence que l'on veut choisir. Super de beau script en passant. Ici, le script, ce qu'il fait, c'est qu'il évalue le dégradé entre les deux carrés rouges et entre les deux carrés bleus en diagonale. La première image est attribuée le poids de 1. Et ensuite, vous pouvez voir que le dégradé est à moins 69. Si je vais vers la deuxième image, il donne un poids de 0,89 pour un dégradé qui est un petit peu plus élevé à 80. Troisième image, 0,79 et ainsi de suite à travers la série. Donc, la première de toutes, c'est celle qui est la moins dégradée. On peut s'en servir comme référence. C'est ce que je vais faire ici. Et encore, l'entrée manuelle pour ma longueur focale et ainsi de suite. Si vous voulez la changer, ce que j'ai oublié au tout début, ici, dans la portion Reference Image, on a un bouton pour l'échelle de notre image. C'est ici, en cliquant sur le bouton, qu'on peut venir changer le micron de notre caméra et la longueur focale de notre télescope. C'est sûr que notre équipement, nous, on le connaît, mais quand on va sur Telescope Live, c'est différent selon les options que vous avez choisies. Ils vont me créer un sous-répertoire NSG dans celui qui sont déjà impliqués au niveau de mon... j'ai pris mes images au niveau de ceux qui étaient alignés dans mon répertoire Registered. Ils vont me créer un sous-répertoire NSG. Il va écrire les nouvelles images que je vais avoir de besoin dans mon procédé. Et par la suite, on peut venir voir le graphique de dégradé. C'est ce que je vais faire, mais pour ce faire, je dois, en plus de la référence, prendre une autre image. Fait que voyez-vous ici, en altitude, on est à 51 degrés. À 53, on devrait être encore plus près du zénith. On devrait avoir une image qui devrait être de meilleure qualité, mais ce n'est pas le cas. Notre référence, c'est la 4e image dans notre groupe actuellement. Fait que je veux voir le graphique de dégradé. Fait que je l'applique. On va regarder le résultat. Et voilà.
vous voyez notre image ici est carrément dans le centre. Et j'ai un facteur de dégradé de 2.0. Si je veux voir le graphe, je viens cliquer sur le graphe ici et on voit que notre script ne suit pas nécessairement chacun des points. Donc, je viens jouer avec ma variable de douceur, d'assouplissement pour le dégradé. Pour essayer d'avoir une courbe qui suit le plus possible. On va aller à 2.0. Les points comme tels. Si j'enlève le graphe et que je veux changer d'estimé, je peux venir déplacer ma barre horizontale dans l'image pour avoir le dégradé qui se tient en haut. Je viens voir le graphe. Ah, voyez-vous, j'ai quand même un graphe qui suit quand même assez bien. Si je viens reporter pour descendre dans le bas de l'image, ici, on peut aller voir notre graphe. J'ai un autre graphe qui suit vraiment la donne. Donc, j'ai un bon choix à moins 2.0. Je vais appliquer OK. Et maintenant, je vais demander au script de travailler, calculer et d'égaliser, de normaliser le dégradé et d'écrire mes images. Fait qu'on continue la procédure. Et voilà, c'est parti. On en a pour quelques minutes, donc je vais vous revenir lorsque ce sera terminé. Et voilà, c'est fait. Je peux sortir de mon script. Et il va m'amener automatiquement l'intégration d'images à travers le procédé. Il choisit lui-même toutes les options par défaut, mais c'est trop tôt pour intégrer notre image, donc on n'exécutera pas la commande. Je vais simplement réinitialiser le procédé et le fermer. Je retourne dans Batch Processing, Je vais aller chercher mon NSG. Moi, je travaille en caméra monochrome et les photos qui sont fournies par Telescope Live le sont également. Donc, on doit faire le procédé de normalisation dans chacune des couches, chacun des canaux. Je vais aller chercher, par exemple, mon canal bleu. Je vérifie pour avoir ma référence. Je n'ai pas besoin de changer mes paramètres de télescope et de caméra pour les pixels. C'est le même engin qui a été utilisé pour chacun des canaux. Les gens, vous voyez ici les deux carrés rouges pour calculer le dégradé en diagonale. Même chose pour les carrés bleus. Mon première image, elle me donne toujours un poids de 1. Si je vais voir les autres, ça descend. Lui avec est à 1, quand même intéressant. Deux belles images. Troisième à 0.96, 0.82, 0.79. Je vais prendre la première comme référence. Évidemment, les gens qui ont des caméras OSC, des One-Shot Color, ou que vous utilisez un APN de couleur, vous avez à procéder, à effectuer ce procédé qu'une seule fois. Ici, je vais prendre... je vais aller dans le plus bas, à 37, comme comparaison pour mon graphique. Et suite à cet exemple-là, je vais vous éviter la pénible tâche de regarder comment ça fonctionne pour les autres canaux. Je vais le faire en dehors de l'enregistrement. Ici, à 2.0, on a un petit peu de différence. Je vais aller voir un petit peu plus haut dans l'image. On va aller ici, mon graphique. Je vais descendre à 2.5, moins 2.5 pour voir. OK. Je vais valider dans le bas de l'image. Je peux voir mon graphique, intéressant. Je peux voir aussi seulement l'image qui est traitée. Je peux voir la référence. Et vous voyez la référence, le script va vouloir faire en sorte que toutes les images ressemblent à la référence. J'ai ici les images normalisées de crocheté. Pour réécrire, on a changé de répertoire. Je suis dans mon répertoire de canal rouge. Il va me créer un sous-répertoire NSG. Je vous reviens lorsque ça sera terminé pour tous les canaux. Bon, voilà, c'est terminé concernant l'utilisation du script NSG.
Je vais vous montrer la raison pour laquelle on ne peut pas intégrer les images. Avec le procédé Blink, on va aller voir à travers, vous voyez ici je suis dans mon répertoire aligné. Je vais aller chercher au niveau de la luminance. Je vous disais que NSG produisait son propre répertoire. Et on a ici les images qu'il a générées. Et avec le poids, le nouveau poids, donc la pire des images a un poids de 64, 75, 81, 91 et 1. Donc dans l'intégration plus tard, Image Integration va utiliser le poids que NSG a défini. Donc, évidemment, l'image 0,64 va être moins importante au niveau du cumul des données parce que son dégradé est plus prononcé. La qualité de l'image est différente. Ici, on a eu 5 images et je vais faire appliquer le bouton de vidéo et on peut voir que nos étoiles sont tous alignées, il n'y a rien qui bouge. Mais si je fais un zoom in au niveau de la comète, malheureusement, c'est en constant mouvement. La comète bouge à chacune des images. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas intégrer nos images telles qu'ils le sont, peu importe le canal qu'on analyse, que ce soit la luminance, le rouge, le vert ou le bleu, ou l'image RVB intégrée. Donc, on doit séparer les étoiles de la comète. C'est la prochaine étape. Je vais retourner à mon document. Ici, on doit créer des images comètes seulement, sans étoiles, et des images étoiles seulement, en utilisant un conteneur d'images. Un image container qui est dans le procédé à l'intérieur de PixInsight, avec le procédé Star Exterminator, alors que les images sont toujours en mode linéaire. Ça, c'est très important. Donc ici, je retourne. Je m'en vais à mon espace de travail couleur. Moi, j'ai Star Exterminator. Vous pouvez utiliser StarNet++ ou StarNet 2. Lui, il va vous générer automatiquement un masque d'étoiles. Star Exterminator, selon moi, est supérieur. Son modèle d'intelligence artificielle est mis à jour régulièrement, alors que malheureusement, il n'y a plus de développement au niveau de StarNet. Donc, vous ouvrez votre procédé pour pouvoir générer une image d'étoile en utilisant le mode on-screen et automatiquement, si on applique le procédé à notre image va devenir sans étoile et il va apparaître sur le bureau notre image étoile seulement. Par contre, maintenant, nous allons utiliser, si vous cliquez à droite sur le fond de votre bureau, vous pouvez vous créer un image container, un conteneur d'images. On va garnir notre conteneur d'images avec ici mon projet orange, mon répertoire YouTube pour la présentation de... On va chercher nos images NSG où ce que la normalisation des dégradés a été faite. Ici, on doit se créer un répertoire de sortie, Output Directory. Je veux rester à l'intérieur de mon répertoire NSG. Je vais créer un répertoire qui va s'appeler Comet seulement. Toutes les nouvelles images que Star Exterminator va créer vont s'en aller à cause du conteneur d'images dans le répertoire que je viens de spécifier. Je n'ai pas besoin d'avoir de template à la sortie. Je vais effacer ça. Seule chose que ça nous permet de faire, on prend notre triangle de nouvelle instance, on vient le glisser sur le bas de notre procédé Star Exterminator et nous attendons le résultat. Ça va prendre quelques minutes. Vous allez voir, la console va opérer dans quelques secondes. Et voilà. Donc, chaque image peut prendre 50, 1 minute. Certains PC avec Star Exterminator, ça va jusqu'à 3-4 minutes par image, dépendant de la résolution. Donc, je vous reviens. On va attendre pour une. On va attendre pour celle-là. Vous voyez, je suis à 57%. Moi, j'utilise un Mac avec la puce M1 de Apple Silicon, qui est quand même un petit peu plus rapide concernant les plugins de Russell Croman.
Vous voyez ici, j'ai mon image, étoile seulement. Star Exterminator ou StarNet ne font que le travail de base. La photo sans étoile pour la comète, elle est enregistrée directement sur le disque. Mais l'image créée étoile seulement ne l'est pas. Elle va apparaître sur le bureau. Fait que je vous reviens une fois que les 5 images vont avoir été procédées pour vous montrer comment sauvegarder vos images étoiles seulement. Et voilà, c'est terminé. Je vais désengager mes images pour pouvoir les retirer de mon container. Et voilà, je vais fermer le procédé. Donc, vous voyez ici à l'écran, si je vais chercher mon STF, je fais un étirement. Ce sont mes photos étoiles seulement. Je vais diminuer les tons moyens. Donc, ces photos-là sont sur le bureau, mais ils ne sont pas sauvegardées sur le disque. On doit le faire. Assez facilement, vous allez voir d'ailleurs. Je vais enlever mon STF. Je vais dans le menu Save As. Et maintenant, on est dans NSG. J'ai mon répertoire Comet seulement. Je vais me créer un nouveau répertoire étoile seulement. Je vais sauvegarder le tout en format XISF, qui garde le 32 bits de profondeur. Excellente qualité d'image. Je fais sauvegarder, 32 bits, sauvegarder. Je ferme. Ici, c'est très facile. Je prends le raccourci clavier. Sur mon Mac, C majuscule, commande S. Sur PC, ça doit être différent. Probablement majuscule CTRL S. Donc, on est dans le bon répertoire. Enter. La bonne résolution 32 bits. Enter. Et voilà, c'est tout. Commande Shift S. Enter. Enter. On ferme. Sur PC, CTRL Shift S. Enter. Enter. On ferme. Et la dernière. Je vais répéter le procédé du conteneur d'images pour les 4 autres couches que je dois travailler. Je vous reviens plus tard. Et voilà, c'est terminé en ce qui me concerne pour mes images monochromes. 4e étape, intégration des images étoiles seulement. Si on a des images monochromes, il faut évidemment combiner les canaux RGB avec le procédé Channel Combination. On va aller voir dans PixInsight. Je vais rechercher mon procédé Blink pour pouvoir vérifier mes images. Si je reviens ici au niveau de mon répertoire aligné, je vais aller chercher mes images bleues dans NSG. Mes étoiles seulement, vous voyez ici exactement le même poids qui est attribué selon nos images qui proviennent de NSG, incluant la comète, les nébuleuses, les étoiles, le tout quoi. Fait que je vais venir chercher seulement mes images d'étoiles. Et ici, je vais activer le bouton de vidéo. Fait que toutes mes étoiles ne bougent pas. On a quand même certains éléments qui sont variables, un petit peu dégradés. Il y a des expositions un petit peu différentes au niveau des étoiles très fortes, mais ça va très bien de ce côté-là. Donc, il faut les intégrer. Ici, la façon, c'est une image que j'ai captée, là. La façon de travailler au niveau des paramètres, c'est qu'on veut avoir aucune normalisation. Ça a déjà été fait avec NSG. On veut utiliser le poids que NSG a généré. Donc, on va utiliser le fits keyword pour nWeight. Et dans la deuxième portion, pour la réjection de pixels, on ne veut pas de normalisation non plus. Fait que ici, je vais aller chercher mes images. Ici, je m'excuse. On s'en va au niveau de mon filtre bleu. NSG, étoile seulement. Je viens chercher mes images. Et vu qu'on a seulement 5 images, évidemment, c'est... J'ai pas de normalisation. J'utilise le poids de NSG avec le fichier, la valeur nWeight. Je suis avec Percentile Clipping. Évidemment, j'ai seulement 5 étoiles. On ne veut pas de normalisation non plus.
Pour ce qui est de la réjection numéro 2, le standard fonctionne très bien. On l'applique et on attend l'intégration de mes 5 images. Et voilà, l'intégration de mon canal bleu est terminée. Je vais faire de même. Ah, maintenant, il faut sauvegarder nos masters, c'est vrai. Donc, un save as. Je vais retourner au niveau de mon module ici. Je me crée un nouveau répertoire masters. Et je vais ajouter étoile seulement. Et ici, c'est mon master bleu pour mes étoiles. En 32 bits. Et voilà. Je recommence mon intégration pour les 4 autres canaux. À plus tard. Bon, à la 4e étape, intégration des images étoiles seulement. Si monochrome, combiner les canaux RVB avec Channel Combination. Nous sommes rendus à cette étape. Ici, canal rouge, canal vert et canal bleu de mes étoiles. Donc, on prend notre canal rouge, notre canal vert, notre canal bleu, tout simplement. Et voilà. Un stretch non ligné, on va diminuer les tons moyens parce que c'est beaucoup trop prononcé. On va changer notre nom pour étoile seulement, RVB. Qu'est-ce que nous dit le document que j'ai modifié? Allons voir. Appliquer une solution astrométrique avec le script Image Solver. On va aller voir ça à l'instant. Donc, dans Image Analysis, on a Image Solver. Donc, on veut l'appliquer sur la fenêtre active. Il va venir chercher automatiquement notre ascension droite, notre déclinaison. Il faut vérifier. On a vraiment 6 microns et on est à 196,5 mm. Objectif Nikon de 200 mm. Moi, j'ai les bases de données Gaia et EDR3 sur mon ordinateur. Ça devrait être assez rapide pour faire la solution, le plate solving. On y va. Et voilà, c'est terminé. À partir de ce moment, si je retourne à mon document, utiliser le procédé PCC ou SPCC pour calibrer les couleurs de l'image sans étoile. Je vais utiliser SPCC, que je vais réinitialiser aux valeurs par défaut. Je ne connais pas les filtres nécessairement de la compagnie Telescope Live. Je vais aller me chercher un arrière-plan. On va s'ajouter une petite fenêtre de prévisualisation standard, un preview, que je viens prendre le tabulateur pour le glisser dans la zone d'intérêt. Automatiquement, il va s'intégrer. Et je ramène le tout pour l'appliquer à mon image. Et voilà, le procédé est terminé. On a quand même les échantillons qui s'évadent un peu de la tendance, mais on est assez bien. Donc, mon image est calibrée. Ce qui est très important ici, au niveau de la console, prenez une capture d'écran pour tenir en compte, se rappeler des coefficients de facteurs pour la balance des blancs. On pourra réimporter cette capture-là dans notre document. On va en avoir de besoin un petit peu plus tard dans le procédé. Ici, j'enlève et
Je vais mettre de côté mes étoiles seulement RVB. Comme il disait ici, prendre note des coefficients via la console. Maintenant, on va utiliser le procédé Comet Alignment pour aligner la comète dans chacun des canaux, en ce qui me concerne. Donc, procédé Comet Alignment. Je vais ajouter mes fichiers. Je m'en viens ici. Si je m'en vais au niveau de la luminance, je m'en viens au niveau de NSG. Comet seulement. Ah, ici YouTube, je me suis trompé. Au niveau de la luminance, NSG, Comet seulement. Et voilà. Je veux avoir un répertoire de sortie. Donc, au niveau de ma luminance, NSG encore, je vais me créer un répertoire Comet aligné. Et voilà. Ici, pour les paramètres, j'appuie sur le bouton Show. Pour la première image, j'applique un STF. Je viens cliquer sur le cœur de ma comète. J'appuie sur le deuxième bouton Show pour la dernière image. Je viens cliquer sur le cœur de ma comète. C'est tout simplement ça et on exécute. Et voilà, c'est terminé. Je ferme le procédé. Je ferme la fenêtre. Je vais voir mon processus Blink pour valider que les comètes sont vraiment alignées. Ici, je m'en viens. YouTube, Blink, comète seulement. NSG, comète alignée. On active la vidéo. Et j'ai beau. On a maintenant que la comète qui ne bouge absolument pas. Avec les nébuleuses en arrière-plan, c'est vraiment fantastique. Fait qu'on a nos images. Je vais faire le même procédé pour chacun de mes canaux. Je vous reviens un peu plus tard. Bon, maintenant, nous sommes rendus à la 8e étape, l'intégration des images sur Comet seulement. Si monochrome, combiner les canaux RVB avec Channel Combination, évidemment. Fait qu'ici, on s'en vient au niveau de l'intégration. Mon intégration manuelle. Je vais additionner. Je m'en viens au niveau de mon filtre bleu. NSG, comète alignée. Je viens chercher les 5 images. Combinaison average. Pas de normalisation. On utilise le poids de NSG. Ça n'a pas changé. Ensuite, percentile clipping, parce qu'on a seulement 5 images. Pas de normalisation non plus. Ça va super bien. Et les paramètres par défaut. Je vais intégrer mes 4 canaux et par la suite, je vous reviens pour la combinaison RVB. Et voilà, mon dernier canal, le canal rouge, que je vais déposer au bon endroit. Rouge, vert et bleu. On déplace celui-là ici. Donc, on a les images étoiles seulement et comète seulement. Maintenant, je vais faire une combinaison de canal avec le comète seulement rouge, vert et bleu. Ce qui termine notre 8e étape. Comète seulement, RVB. Je vais aller chercher mon STF. Une dominance de rouge. On va faire un étirement sans liaison. On va essayer d'augmenter
Donc, on a quand même une belle étoile, une belle comète au milieu des nuages, des nébuleuses, etc., etc. Maintenant, il s'agit de faire un Dynamic Background Extraction assez agressif pour pouvoir aplanir l'arrière-plan. Donc, moi, j'utilise des échantillons de 100 pixels. J'en génère 4. Je vais les déplacer pour être le moins possible sur une nébuleuse. Et voilà. Un autre échantillon ici. On va déplacer pour ici. On va éliminer celle-ci. On va tasser un peu. J'évite que mes échantillons touchent à des bandes noires où il n'y a pas de pixels de notre image. C'est très important de ce côté-là. Je vais éliminer celui-là ici. Tasser un petit peu celui-ci. Ça semble bien. La tolérance à 2, la relaxation des ombres à 6 et le smoothing factor à 0.25. J'applique ma correction sans en appliquer aucune. Je veux voir le modèle d'arrière-plan qui a été détecté avec des BE. Je vais enlever le chaînon. Voilà, tout ce qui est retrouvé, c'est ce qu'on va soustraire à notre image. Soustraction. Je ne veux pas avoir le modèle d'arrière-plan, je viens de l'analyser et on remplace l'image. Et voilà, c'est fait. Donc, on fait un nouvel étirement avec les chaînons pour voir. Déjà beaucoup mieux que l'image précédente. Ici, on y va sans chaînon. Une petite nuance entre les deux. Vous voyez ici, au lieu d'avoir, on a une petite nuance. Maintenant, vous vous souvenez, si je vais aller voir mon document PDF, 10e étape, calibration des couleurs de l'image comète seulement avec les coefficients de l'image RVB de étoile seulement. Vous vous souvenez, je vous ai demandé de faire... moi, je préfère faire une capture d'écran au lieu de prendre une note. Donc, je vais aller chercher sur mon bureau la capture qu'on a eue tantôt. Ça ici, c'est les coefficients qu'on devrait appliquer à notre image. On prend le procédé RVB Working Space. Dans le canal rouge, on va spécifier 0.57 37. Dans le canal vert, 6048. 0.6048. Et le canal bleu est à 1. Je l'applique à ma comète seulement. Maintenant, nous avons les mêmes coefficients de balance de blanc, autant entre nos étoiles que notre comète. Un coup d'œil à mon document qui est encore une fois modifié. Vous vous en doutez, je réalise cette vidéo sur plusieurs journées. Donc, on vient de finir l'étape numéro 10, la calibration des couleurs de l'image comète seulement avec les coefficients de l'image RVB, étoile seulement. Maintenant, on va quitter le monde linéaire avec l'outil de votre choix, que ce soit Histogram Transformation, Mask Stretch, GSS, etc., etc. Donc, ici, j'ai ma comète seulement qui est en mode linéaire. On voit une petite barre verte à côté du tabulateur d'identité. Lui, je vais passer par une expression pixel math de Bill Blanchen, que j'aime beaucoup. C'est une façon comme une autre. Si je fais une extension que je retire, ici je vais faire un étirement non lié. Et voilà, tout simplement, très simple, je ramène mon image dans mon espace de travail de flux de couleurs. C'est fait pour celle-là. Je la déplace, je la mets de côté. Mes étoiles seulement RVB sont eux aussi en mode linéaire. Je peux jouer avec l'étirement pour l'impact. Je vais
zoomer vers mes 2 étoiles ici que j'aime bien. Je valide le halo autour des étoiles. Je vais faire un zoom sur mon STF pour avoir une plus grande précision. J'aime bien ce rendu-là. C'est un petit peu haut, un petit peu élevé pour l'étoile qui est complètement en haut. Et voilà. Là, je vais prendre la bonne vieille passe rapide, la nouvelle instance sur l'histogramme. Je vais l'appliquer à mon image. Et voilà. Nous sommes sortis du monde linéaire avec des méthodes différentes, mais très fonctionnelles. À partir de maintenant, je vais développer ma photo avec, comme il se doit, ou que vous avez vérifié chacun des tutoriels que j'ai mis sur ma chaîne. Je vais utiliser les mêmes concepts. Donc, je vous reviens une fois que c'est terminé. Et merde, en revisant mes notes, j'ai oublié une étape. L'étape numéro 12, fusionner les deux images RVB avec l'expression PixelMath avec la fonction maximum pour établir un mode éclaircir des images. Donc, je vous montre. Ici, nous avons nos 2 images qui ont été développées à bon escient. On va se chercher une expression PixelMath. Je vais dans l'éditeur d'expression. J'applique la formule maximum avec mon image CSRVB, virgule, ESRVB. Je ferme la parenthèse. Je valide la résolution. Donc, on prend les pixels maximum d'une image ou de l'autre et on les additionne avec, on va se créer une nouvelle image, C2017, on applique. Et voilà, ce qui nous donne notre image finale qu'on va exporter vers Affinity Photo. Et voilà, le développement est quand même terminé. Malgré que nous avons seulement 15 minutes par canal, on a quand même pas mal de détails, beaucoup de nébulosité malgré tout, une comète assez stable. Il nous reste maintenant à appliquer le profil de couleur. Et on a une panoplie sur votre ordinateur. Vous avez probablement différents profils, autant pour votre écran que pour vos logiciels de développement de photos. Ici, je vais prendre ROMS RVB, qui est l'équivalent de ProPhoto. Je l'applique à mon image. Je me fais un clone. Et celui-là, je vais le sauvegarder. Dans Orange, YouTube, est-ce que j'ai un edit? On va se créer un fichier, un répertoire edit. Je vais avoir mon fichier en TIFF. 32 bits. Et voilà, et sauvegardé sur disque. J'ai terminé concernant PixInsight. Je vais sauvegarder mon projet. Et voilà, je quitte PixInsight, j'en ai plus vraiment de besoin. Au niveau de mon système de fichiers, j'ai mon fichier 12 bits, 32 bits, pardon, en TIFF que j'amène dans Affinity Photo. Et voilà. On peut voir dans le haut que j'ai un RVB Alpha 32 bits HDR avec l'espace couleur 32 bits. Je vais aller dans mon Tone Mapping Persona pour prendre la pleine capacité de mon image et développer des ombres et des détails insoupçonnés. Fait que je vais changer le contraste local.
monter un petit peu la compression des tons pour éclaircir. On va chercher des nuages, des nuances dans les nébulosités. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Maintenant, je l'applique. Je suis toujours en 32 bits. On va mettre une courbe pour se donner un peu de contraste. Mes hautes lumières ici que je vais déplacer sont un peu basses. Et si je fais un zoom out, tout comme si je regardais sur mon écran de tablette ou de téléphone intelligent, je peux m'ajouter un calque de luminosité contraste pour se donner un meilleur aperçu avant de publier sur Instagram, des choses comme ça. Là. Et voilà, on a quand même une photo vraiment intéressante. On peut l'exporter en JPEG et l'amener sur la plateforme de votre choix. En espérant que vous avez aimé la façon de traiter les comètes, je vous souhaite de très belles fêtes et bon ciel.